Nicolas. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette conférence sur le foie gras. Bienvenue à tous sur la plateforme de l'Association suisse des patients atteints de maladies de foie, Suisse EPA. Et aujourd'hui, on va vous présenter un digital talk qui porte donc sur le foie gras en format questions-réponses. On va donc poser 10 questions à Nicolas Gossens, qui est donc un expert dans la matière. Je vais peut-être laisser Nicolas se présenter, nous expliquer ce qu'il fait au HUG, et ensuite on va poser les 10 questions sous forme questions-réponses. Ouais, merci beaucoup Isabelle. Donc effectivement, je suis médecin adjoint dans le service de gastro-entérologie des HUG. Et un de mes intérêts de recherche et clinique, c'est effectivement ce qu'on appelle la stéatose hépatique ou plus communément le foie gras. Donc je me réjouis de partager ce moment ensemble. Alors justement, la première question, c'était exactement celle-là, à savoir que comment est-ce qu'on appelle cette maladie? Est-ce que c'est une maladie? Enfin voilà, est-ce qu'on dit le foie gras? C'est finalement ça porte à confusion. Est-ce qu'on appelle la stéatose hépatique, le NASH? On entend beaucoup de manières différentes Mhm. de parler de cette affection. Et donc, déjà, pour que moi, je puisse utiliser un vocabulaire correct pendant la conférence, c'est la première question. Ouais, alors c'est une bonne question. Malheureusement, la réponse est pas très simple, mais je pense que de façon très, pour schématiser un petit peu, on peut parler de foie gras comme ça, dans le langage courant, mais c'est vrai que le foie gras, c'est un terme qui peut prêter à confusion et qui est peut-être pas suffisamment précis scientifiquement. Entre nous, on parlera plutôt de stéatose hépatique, qui veut dire la même chose, de l'accumulation de gras au niveau du foie. Et puis, il y a différentes formes de stéatose hépatique. Il peut y avoir une stéatose hépatique simple, qui est la forme la moins grave. Il peut y avoir une stéatose hépatique avec de l'inflammation, on appellera NASH, ou avec la nouvelle terminologie, c'est une MASH avec un M. Et D'accord. puis, plus globalement, on parlera de stéatose hépatique liée au syndrome dysmétabolique, parce que c'est souvent des stéatoses qu'on voit chez des patients qui ont soit un syndrome métabolique, soit un surpoids, soit un diabète, soit une hypertension. Donc voilà, stéatose hépatique, ça va être le sens un petit peu large, et la NASH ou la MASH, c'est une forme un peu plus évolutive avec de l'inflammation. Ok, d'accord. Donc on reste sur la stéatose hépatique et on oublie un peu le reste. Merci beaucoup. La première question, en fait, c'est qu'est-ce que cette stéatose hépatique et comment est-ce que ça se développe? En gros, Ouais, donc effectivement, la stéatose hépatique, donc c'est défini par l'accumulation de graisse dans les cellules du foie. Et le plus souvent, donc les deux causes principales qu'on voit dans nos pays, c'est alors l'alcool, c'est une cause principale, même si on ne va pas forcément en parler aujourd'hui, mais l'alcool peut causer également du gras au niveau du foie. Et ouais. puis ce dont on va parler un peu plus aujourd'hui, c'est le syndrome métabolique au sens large, donc principalement le surpoids ou l'obésité et la résistance à l'insuline ou le diabète. Donc ces facteurs, c'est un petit peu des facteurs qui sont liés à l'alimentation, qui peuvent être liés également à, au manque d'activité physique, peuvent mener par différents mécanismes au développement de gras au niveau du foie. Et ce gras, il peut durer pendant des années. Au début, il n'y a que du gras au niveau du foie, qui peut se compliquer, comme on l'a dit, d'une inflammation, d'une Mhm. hépatite, et qui peut par la suite se compliquer de dépôt de cicatrices au niveau du foie. Ces cicatrices, on appelle ça la fibrose. Et le stade ultime, c'est la cirrhose, c'est un petit peu le stade qu'on redoute, qui est le stade le plus avancé de fibrose. Donc voilà, au sens large, donc la stéatose hépatique, ça encapsule beaucoup de différents stades qui peuvent aller de la partie la plus bénigne, qui est une stéatose simple, un foie gras simple, à la partie la plus avancée, qui est la cirrhose et toutes les complications qu'on peut imaginer de la cirrhose. Ok. Et avant d'arriver, enfin, j'imagine qu'avant d'arriver à un stade de cirrhose, il y a des signes, des symptômes qui permettent peut-être à tout un chacun de s'inquiéter, de se dire, oula, il faudrait peut-être faire un examen. D'ailleurs, quels seraient les examens? Enfin, voilà, premièrement déjà les signes et les symptômes, est-ce qu'il y en a? Ouais, alors malheureusement, le foie est un organe relativement un peu trop sympa et il nous fait relativement
peu de signes ou de symptômes avant qu'il y ait une maladie avancée. C'est pour ça que de plus en plus, maintenant dans notre communauté à nous, et ce qu'on essaie de renforcer, c'est la place du dépistage ou de la recherche active de patients avec une maladie avancée. Donc en tout cas, il faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant, en particulier en présence de facteurs de risque tels que le surpoids, le diabète, le manque d'activité physique, le cholestérol élevé. Il faut en parler à son médecin traitant pour voir s'il ne faut pas faire un dépistage. Le dépistage, ça peut commencer par une échographie simple du foie, une prise de sang simple du foie, et puis aller par différents autres tests dont certainement on va parler un peu plus tard. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a relativement peu de symptômes avant un stade relativement avancé, donc dont toute l'importance du dépistage et de la recherche active de ce genre de problème. Ok, merci beaucoup. Effectivement, après, il y aura des questions un petit peu plus précises sur ça, parce que bah, là, les facteurs de risque, donc effectivement, je crois qu'on les a, enfin, tu les as énumérés déjà, comme ben, le surpoids, l'obésité, le diabète, l'hypertension, et il y aurait des antécédents familiaux aussi, éventuellement, ou pas tellement? Oui, tout à fait. On sait que c'est une maladie qui a tendance à se regrouper dans les familles. Alors, soit pour des raisons parce qu'on partage les mêmes facteurs de risque, mais aussi il y a certains facteurs génétiques également qu'on découvre de mieux en mieux qui sont également liés. Donc, effectivement, il y a aussi une composante familiale et génétique. Ok, très bien. Et alors justement, bah, du coup, comment ce diagnostic peut être posé? Donc, tu as parlé d'une échographie et d'une prise de sang. Donc ça, c'est peut-être les premières choses, mais enfin les premiers examens à faire. J'imagine un médecin généraliste reçoit son patient. Il va peut-être faire une prise de sang en premier lieu. Mhm. Ouais, donc la première chose, c'est déjà d'y penser. Et c'est le même message qu'on a pour les médecins généralistes et pour les patients. Donc, si le patient il craint qu'il a ça, il faut qu'il en parle à son médecin généraliste, son médecin de premier recours. La première étape sera effectivement le plus souvent une prise de sang, mais où on va regarder par exemple les tests du foie. Est-ce que Mhm. dans la prise de sang, les tests du foie sont normaux? Mais il faut faire attention, parce que c'est pas parce que la prise de sang est complètement normale qu'il n'y a pas de maladie au niveau du foie. Donc souvent, au minimum, c'est bien d'y associer par exemple une échographie du foie, en particulier si on a des facteurs de risque qui peuvent mener à cette problématique. Ça, ce serait l'examen de première étape. Ok. Donc, c'est effectivement ce qu'on entend. Enfin, il me semble avoir déjà entendu que on peut aller chez son généraliste, dire, bon, ben voilà, il y a peut-être une suspicion, ou est-ce qu'on pourrait regarder ça? Mais effectivement, la prise de sang ne suffit pas, parce qu'elle peut être normale, et pourtant, l'organe lui-même pourrait avoir une accumulation de gras malgré tout, sans que ça Absolument. ait encore provoqué une inflammation, c'est ça? Absolument, tout à fait. Donc on peut avoir des maladies du foie, parfois, rarement, et parfois même à un stade assez grave, avec une prise de sang normale. Donc la prise de sang normale, malheureusement, elle est rassurante, mais c'est pas quelque chose d'absolu. Ok, d'accord. Ok, donc il y aurait pas mal de tests à faire. Est-ce qu'on ferait une biopsie dans ce cas-là? Est-ce Donc qu'on voilà, je pense que là? une fois effectivement, comme tu le dis, donc une fois le premier tri passé du médecin généraliste, parfois il va nous demander un avis au médecin spécialiste ou à différents médecins, et là il y aura des tests de deuxième recours. Ce qu'on Mhm, fait de plus en plus, c'est on essaie de commencer par des tests qui sont le moins invasifs possible, donc où il y a le moins de risques possible. Par exemple, ce qu'on appelle le fibroscan ou la mesure d'élasticité du foie pour mesurer si le foie est dur ou pas. Ça, c'est des tests qu'on fait de façon assez routinière, mais qui sont plutôt du domaine du spécialiste, hépatologue ou radiologue. mhm. Et puis encore plus loin, il y a effectivement dans des cas un peu plus rares, on peut même envisager de faire une biopsie du foie, mais qu'on réservera aux cas particuliers où on suspecte une maladie avancée ou s'il y a plusieurs, plusieurs causes de maladies du foie qui se s'entrechevêtrent, on aimerait distinguer le vrai du faux, on va pouvoir faire une biopsie par exemple. D'accord. Ok. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on traite cette maladie? Si effectivement on a été diagnostiqué, que ce soit à un stade précoce ou avancé, ouais, quels sont les traitements qui existent aujourd'hui Pour la maladie. pour Donc, la maladie? donc effectivement, Isabelle, donc, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de,
il n'y a pas encore de pilule miracle qui va guérir cette maladie. Et Mhm. puis la prise en charge sera vraiment relativement globale. Donc, pour moi, il y a un peu les trois piliers. Première chose, c'est le régime, c'est-à-dire pas forcément le régime comme on l'entend pour perdre du poids, mais ce qu'on sait qui apporte un bénéfice, c'est le régime de type méditerranéen. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais enfin, c'est un régime riche en fibres, riche en oméga 3, pauvre en gras animal, qui est vraiment est bénéfique non seulement au niveau du foie, mais également au niveau du cœur. La deuxième chose importante, c'est l'activité physique. C'est de reprendre si ça t'est perdu entre une activité physique régulière. C'est pas forcément courir un marathon, mais c'est une activité physique régulière, si possible quotidienne, à raison de 30 à 40 minutes par jour d'activité physique où commence à être un peu essoufflé, sans forcément, voilà, encore une fois, aller au fitness tous les jours. Donc en tout cas Ok. 5 à 7 jours par semaine. Donc ça, c'est un petit peu les deux choses principales. S'y associe une perte de poids, donc la perte de poids, idéalement entre 5 à 10% du poids corporel. Ça, c'est le deuxième pilier. Évidemment, ces patients, ils ont d'autres problèmes de santé, donc prendre en charge les autres problèmes de santé, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de diabète, dépister le diabète, dépister les problèmes cardiovasculaires. Et puis après, il y a certaines stratégies, mettant certains médicaments qui commencent à apparaître sur le marché, qui peuvent également cibler plus spécifiquement cette problématique, et dont, si tu veux, on peut également un petit peu discuter. Mais avant de parler de médicaments spécifiques, il y a une vraie prise de conscience qui doit avoir lieu sur le régime, sur l'alimentation, sur l'activité physique. Et puis ce que j'ai oublié de mentionner, effectivement, c'est aussi l'alcool, hein. On a parlé de Mhm. l'alcool tout à l'heure. Mhm. L'alcool est un cofacteur extrêmement important. On appelle cofacteur dans notre jargon. C'est un facteur extrêmement important qui va accélérer la, la progression de la maladie du foie. J'en perds ma voix, quoi. Tellement je suis ému. Et l'alcool est un facteur extrêmement important qui va accélérer la progression de la maladie du foie. Et en général, dans les stades les plus précoces, on va dire de consommer peu d'alcool de façon très modérée. Et dès qu'il y a une maladie avancée du foie, on va proposer un arrêt complet de l'alcool. D'accord. Donc, l'hygiène de vie, pour le moment, reste La pierre angulaire. ouais, la pierre angulaire et le meilleur traitement, finalement, possible. Et exactement, tout à fait. Ouais, tout à fait. Absolument. Tu as tout à fait raison. Et est-ce que on peut imaginer, par exemple, quelqu'un qui a un IMC, parce que on parle souvent d'IMC, voilà, c'est peut-être le meilleur moyen de contrôler son poids quand on n'est pas, quand on va pas tout le temps chez le médecin, etc., de se dire, OK, est-ce que je suis en surpoids ou non? Est-ce qu'on pourrait imaginer que quelqu'un qui a un IMC finalement qui soit encore dans la norme pourrait pour autant avoir enfin, être atteint de stéatose hépatique? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qui est observé? Mhm. Oui, absolument. Donc, il y a environ 10% des patients avec une stéatose qui ont effectivement un poids entre guillemets normal, donc un indice de masse corporelle qui est normal. Mhm. Euh, et dans ces cas, donc effectivement, le plus important, c'est de notre côté, c'est d'être sûr qu'on parle bien d'une stéatose, qu'il n'y a pas d'autres explications, l'alcool, d'autres maladies plus rares qui peuvent causer ça. Ouais. Et puis souvent, quand on trouve rien d'autre et qu'on fait tout notre travail, souvent on se rend compte que malgré tout, on découvre un petit peu un prédiabète, on découvre un peu de cholestérol et on trouve parfois des facteurs génétiques, comme tu mentionnais tout à l'heure. Donc probablement que c'est d'autres cofacteurs qui jouent et on essaie de les prendre en charge en fonction des facteurs de risque. Donc tout à fait, c'est Ouais. environ 10% des cas, c'est chez des patients qui ne sont pas en surpoids, qui ne sont pas diabétiques. Ouais. Oui, parce qu'après, il peut y avoir des personnes peut-être qui s'alimentent de façon pas forcément Absolument. très saine, mais qui ne prennent pour autant pas de poids. Et donc, on pourrait imaginer que cette graisse que s'accumule quand même. Ouais, absolument. Non, on sait qu'un des facteurs principaux du développement de gras au niveau du foie, c'est vraiment l'apport en sucre, en particulier le sucre de mauvaise qualité, qu'est Ouais. le fructose industriel. Et ça, c'est vraiment c'est une molécule qui est vraiment transformée en gras au niveau du foie par des mécanismes moléculaires et c'est extrêmement toxique. Donc, avant, on disait que c'était plus le gras qui est toxique, et ça reste en partie vrai. Maintenant, on sait que c'est vraiment le sucre, en partie du fructose, qui est particulièrement toxique et qui peut tout à fait arriver chez des gens voilà, qui boivent des sodas toute la journée sans Mhm. forcément être en surpoids massif. Tout à fait. Mhm. Ok.
Merci beaucoup. Peut-être qu'à la fin, on regardera, on posera encore une ou deux questions sur justement les régimes, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a une grande mode des régimes, une grande mode de... Mhm. À chaque fois, il y a un nouveau régime qui est à la mode, hein, qu'on nous conseille. Et peut-être que avoir ton avis sur la question serait quelque chose d'assez précieux. Et je continue un peu sur les questions. La sixième question, c'était, ben, on a un petit peu déjà abordé cette thématique, à savoir est-ce qu'une stéatose hépatique peut évoluer donc vers une cirrhose du foie ou même ben, un cancer du foie. Euh, donc la cirrhose, tu nous en as déjà un peu parlé, mais peut-être. Donc, tout à fait, non, effectivement. Donc, alors, toute maladie du foie au sens large, le foie réagit de façon un petit peu stéréotypée, un peu de la même façon que ce soit l'alcool, l'hépatite B, l'hépatite C. Il développe, comme on l'a dit, des cicatrices au niveau du foie qu'on appelle la fibrose, qui Ouais. peuvent évoluer vers une cirrhose, et puis qui lui-même peut évoluer dans des complications plus embêtantes, telles que la jaunisse ou même le cancer du foie. Donc, la stéatose, c'est pas une exception à la règle. Ça reste relativement rare, mais c'est sûr que c'est une des causes qui est en augmentation le plus importante sous nos latitudes. C'est la cause la plus importante de cirrhose qui va bientôt commencer à arriver. Et c'est également une des causes les plus importantes de cancer du foie. Et ce qui est particulier avec le foie gras, c'est qu'une partie des cancers du foie surviennent en l'absence de cirrhose dans ce problématique-là, alors que dans les autres problématiques du foie, c'est plus souvent seulement en cas de cirrhose ça survient. Donc ça, c'est un tout petit peu embêtant, c'est parce que ça veut dire qu'également, il faut que nous, on réfléchisse, nous, les soignants, on réfléchisse comment bien aller chercher, dépister le cancer du foie chez les gens qui, même chez les gens qui n'ont pas de cirrhose, ce qui n'est pas tout à fait dans notre façon de faire au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et quand tu as expliqué, tu as dit que donc c'était un des facteurs principaux de cirrhose à venir, ce qui veut Mhm. dire que vous vous attendez à ce qu'il y ait de plus en plus, vous observez que donc la courbe est, j'imagine, en train de monter, pour donner des chiffres un peu, pour qu'on se rende compte ouais, de combien, à l'échelle de la population, combien de personnes? Donc, on pense qu'en Suisse, il y a environ, si on prend les adultes suisses, il y a environ 20 à 25% des adultes suisses qui ont un foie gras, quelle que soit l'origine. Donc, c'est des chiffres énormes hein, Oui. qui sont similaires aux populations occidentales. La grande majorité auront juste une maladie relativement précoce, donc relativement bénigne du foie gras. Si on prend vraiment la partie qui aura la partie des patients qui auront une forme plus avancée, on va être environ 0, enfin, entre 1 à 2% de la population suisse auront une forme vraiment avancée, une fibrose avancée, voire une cirrhose liée à ça. Donc ça reste à l'échelle de la Suisse, ça reste des chiffres très importants. En particulier, si on regarde dans les sous-groupes de patients, les patients avec surpoids ou les patients avec diabète de type 2, ces chiffres augmentent de façon extrêmement importante. Donc on sait que dans ces sous-groupes de patients à risque, la, la proportion de ces patients qui ont, même sans le savoir, une Mhm. fibrose, voire une cirrhose, est beaucoup plus élevée. Donc c'est ça la situation particulièrement inquiétante. Et on sait que ça va qu'augmenter les prochaines années parce qu'il y a toujours un retard en développement de l'obésité et les complications qui surviennent des années, voire des décennies plus tard. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a un rapport ratio homme-femme qui est plus ou moins égal? Alors, oui, c'est relativement égal. Jusqu'ici, si on prenait l'exemple, on parlait tout à l'heure de l'exemple du cancer du foie. Le cancer du foie, par exemple, c'est vraiment une maladie qui était avant tout masculine, Mhm. malheureusement pour les hommes. En partie liée au facteur de risque, on sait que les hommes consomment plus d'alcool, ils ont plus à risque d'attraper l'hépatite C. Mais on se rend compte que, par exemple, dans cette problématique de stéatose hépatique, les femmes, malheureusement, rattrapent un petit peu les hommes en ce qui concerne le développement de cancer du foie et également en termes de développement de cirrhose et de fibrose. Donc, c'est malheureusement une pathologie dans laquelle les femmes rattrapent les hommes, Mhm. euh, alors qu'en général, pour toutes les autres problématiques de foie, les hommes sont plus à risque. Il y a des exceptions, les maladies auto-immunes, enfin différentes exceptions. En général, pour l'alcool, pour les autres problématiques, les hommes sont beaucoup plus à risque. Mais pas dans Mhm. cette pathologie. D'accord. C'est pas un facteur, c'est pas un facteur Protecteur. protecteur, non.
Ça le reste en partie, mais moins qu'ailleurs. Bon, finalement, l'hygiène de vie des femmes et des hommes est assez similaire Absolument, de nos jours. absolument. Donc, ouais. La question qui, du coup, peut-être pourrait englober justement cette histoire de régime, c'est donc, quel changement alimentaire ou mode de vie serait recommandé? Alors, le régime crétois méditerranéen, donc essayer de manger, je pense, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, même s'il y a du fructose. Euh, ouais, je te laisse peut-être développer un petit peu cette histoire de régime et aussi si tu arrives à donner un petit conseil sur justement, on entend beaucoup un régime notamment qui pourrait, enfin qui m'a fait penser à tes recommandations où on pourrait se dire ah bah ça pourrait être adapté au foie gras. C'est ce régime justement qui s'appelle keto, le régime cétogène où on ne mange pas de sucre, zéro sucre. Ça c'est quand même une grande tendance. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis d'un niveau métabolique, qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Enfin, à quoi il faut faire attention? Ouais. Donc c'est vrai que, bon, premièrement, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est la première chose. Et c'est vrai qu'il y a probablement plus de régimes qui sont développés tous les jours ou toutes les années que de temps pour faire de ces études dans les régimes. Et puis, en général, on commence par faire une étude sur le poids, le diabète, et le foie vient un petit peu derrière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, et ce que de nombreuses études ont montré, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, le régime de type méditerranéen a de nombreux bénéfices, que Mhm. ce soit au niveau du foie, au niveau cardiovasculaire, au niveau de plein de différentes choses. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les autres régimes ou que les autres régimes ne valent rien, absolument pas, mais on a juste beaucoup moins d'évidence pour les autres régimes. Il y a une question qu'on nous pose également souvent, c'est le régime par exemple intermittent. Est-ce que les régimes intermittents ont un bénéfice? Et c'est vrai que métaboliquement, les régimes intermittents, les régimes cétogéniques, il y a, il y a une logique derrière qu'il nous faudrait, en tout cas, qui pourrait nous faire croire qu'ils sont bénéfiques. Il y a Mhm. encore relativement peu d'études, et en particulier relativement peu d'études, ce qu'on appelle randomisées, ce qui est un petit peu Ouais, notre étalon d'or pour les études. Donc voilà, par nature, on reste relativement prudent et on recommande ce qui est globalement accepté, ce que de multiples études ont démontré, et ça reste le régime méditerranéen. Est-ce que d'autres régimes ont leur place? Certainement. Mais voilà, notre job, c'est aussi de rappeler aux gens d'être prudents et de dire que voilà, on a relativement encore peu de recul par rapport à ces différents régimes. Certainement que dans 5 ans, 10 ans, on nous dira, bah voilà, vous voyez, ce régime était parfait. Mais c'est aussi possible que dans 5 ans, 10 ans, on nous dira, bah écoutez, voilà, plein de gens utilisaient ce régime qui, au fait, s'avérait toxique. Donc voilà. d'accord. Tout ça pour ne pas répondre à ta question. Et par rapport à la remarque du fructose dans les fruits, donc c'est souvent un paradoxe qu'on nous fait. On ne comprend pas très bien ce paradoxe. On a l'impression que quand le fructose des fruits est associé aux fibres, il reste bénéfique parce que l'absorption est beaucoup plus ralentie, Mhm. alors que dans le fructose qu'on voit dans les compléments, dans les sodas, c'est un fructose qui est extrêmement rapidement absorbé, qui passe directement dans le foie, dans la veine porte, et qui probablement les dérégulations métaboliques sont liées à cette absorption très très rapide de fructose, Ok. non associée aux fibres des fruits entiers. Pas des jus, mais des fruits entiers. Est-ce que donc c'est lié à ce qu'on appelle l'indice glycémique? Potentiellement, potentiellement. En tout cas, c'est les mêmes réflexions qui viennent, est-ce que c'est directement lié? Je ne sais pas, à pas dire Isabelle. Mais en tout cas, c'est les mêmes réflexions qui font dire qu'un sucre absorbé différemment, le même quantité de sucre, mais absorbé Oui, différemment, de façon plus prolongée, aura moins d'effet toxique, voire aura un effet bénéfique que d'autres sucres, tout à fait. d'accord. Et en termes, donc le régime méditerranéen, bon, tout le monde voilà, sait plus ou moins ce que c'est. Et puis surtout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manières de se renseigner. Donc ça, enfin, voilà, on a énormément de ressources pour ça. Mais par exemple, est-ce que un gâteau une fois par semaine, c'est possible? Est-ce que, enfin voilà, c'est vraiment des questions que je pense qu'on n'ose pas trop poser. On dit oui, oui, bien sûr, je vais le faire religieusement, mais après, là, dans la vie de tous les jours, comment, évidemment, c'est difficile de répondre précisément, mais quelle serait une recommandation? Ouais, non, mais je pense que, enfin, après, alors, encore une fois, je ne suis pas spécialisé en régime, donc c'est vrai qu'il y a des diététiciens, des diététiciennes qui s'occupent de ça, mais je Mhm. pense que de façon générale, je pense qu'il faut tout à fait rester pragmatique et surtout être à l'écoute des patientes et des patients. Surtout, c'est sûr que si nous, on vient sur nos gros chevrons en disant c'est absolument interdit
de boire de l'alcool, de manger un gâteau, de regarder un gâteau. Il faut faire 3 marathons par semaine, c'est pas faisable. Non. Le régime méditerranéen, il est schématisé en forme de pyramide. Oui. Et en bas de la pyramide, il faut essayer de manger plusieurs fois par jour. Il y a l'eau, bon, l'eau évidemment, les fruits, les légumes. En haut de la pyramide, c'est pas que c'est complètement interdit, mais c'est recommandé, comme tu disais, peut-être une fois par semaine. Bien sûr qu'on peut avoir une petite gourmandise une fois par semaine, surtout si ça fait plaisir, si ça motive. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'habitude. C'est quand la gourmandise, ça devient plus un plaisir, ça devient une obligation, ça devient un besoin. Mhm. Donc voilà, c'est comme tout dans la vie, tout est affaire de mesure et de pondération, j'ai envie de dire. Et bien sûr qu'on peut s'autoriser occasionnellement des petites gourmandises. Merci beaucoup. Et la question par rapport à cette hygiène de vie, donc qui est vraiment ce qui permet de traiter finalement cette stéatose, justement, enfin, quels sont les résultats cliniques, à savoir si on vient, on arrive et voilà, on a une stéatose hépatique qui est diagnostiquée et qu'on change drastiquement d'hygiène de vie, qu'on se met vraiment à faire du sport, à ne plus manger gras, plus boire d'alcool, quelles sont les chances de récupérer un foie sain? Ouais, c'est une excellente question. Alors, la réponse, on la connaît plus en termes de perte de poids. D'accord, Des études, par exemple, faites à Cuba, où il y a des cohortes des patients qui ont été suivis pendant 1 an avec une biopsie du foie avant et après. Et pendant cette année, ils ont fait du sport, des régimes. Et puis, on a vraiment pu mesurer la quantité du poids perdu, à quoi ça va être, à quel bénéfice ça va être associé. Et en résumé, on sait que au minimum, pour améliorer le gras au niveau du foie, il faut perdre entre 3 à 5% du poids corporel. C'est-à-dire d'accord, que si on pèse voilà, 100 kg, il faut perdre entre 3 et 5 kg. 80 kilos, un petit peu moins. Euh, Si on a une forme plus agressive, une hépatite, voire des cicatrices au niveau du foie de la fibrose, il faut perdre plus, Mhm. 5, 7, voire 10%. Et vraiment, pour voir un effet important au niveau des cicatrices, au niveau de la fibrose, il faut perdre 7, voire plus de 10% du poids corporel. Donc d'accord, tout est à faire un peu de mesure. Donc ce n'est pas des chiffres absolus, mais c'est un peu quand les patients nous demandent un petit peu des cibles, c'est un peu ce qu'on leur dit. Et c'est aussi ce qu'on voit également dans les situations un peu différentes de chirurgie bariatrique. On voit que les gens qui, en fonction du poids perdu lors de la chirurgie bariatrique, ils ont différentes améliorations. Et puis l'autre chose aussi, c'est une question que tu poseras tout à l'heure, c'est en combien de temps. Et on sait que le gras, ça peut disparaître assez rapidement, ça peut mettre quelques semaines, voire quelques mois pour disparaître. Par contre, la fibrose, les cicatrices du foie, ça met plus longtemps. Ça met souvent plusieurs mois, voire plusieurs années à s'améliorer. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important que les changements d'hygiène de vie ou les médicaments qu'on prend soient des changements à long terme, Mhm. parce que ça prend vraiment un moment pour que les changements s'installent au niveau du foie. D'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être un âge médian, moyen, comme ça, où on voit cette affection apparaître? Alors, on la voit à tous les âges, malheureusement, et malheureusement de plus en plus dans la population pédiatrique ou jeunes adultes, hein. On voit vraiment moi j'ai Pédiatrique. quelques patients cirrhotiques à 18 ans, malheureusement, déjà dans ce contexte-là. Mais bon, D'accord. mais de façon plus globale, c'est quand même une pathologie qui est plus fréquente, on va dire. Plus l'âge est avancé, plus c'est un risque. Donc, c'est typiquement une problématique du quadra ou du quinquagénaire, j'ai envie de dire, voire après 60 ans, pour les formes les plus évoluées. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on est jeune, on Mhm. est Mhm. immunisé, qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on verra après à 50 ans. Malheureusement, ça s'accumule sur des décennies. Oui. Et la situation au niveau du foie est le reflet de ce qui s'est passé lors des 1, 2, 3 dernières décennies, en fait. Donc, les bonnes habitudes sont à prendre tôt. Tout de suite. Tout de suite, exactement. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette réponse qui est effectivement importante. Euh, L'autre question, ça concernait donc les médicaments, les traitements en développement. Donc, tu en as brièvement parlé. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu peux parler finalement. Est-ce qu'il y a assez Alors peut-être, d'informations? comme ça va être
diffuser au grand public, je vais rester dans des généralités un petit peu pour pas peut-être trop Oui, parler de nom de molécules. Mais effectivement, il y a des médicaments qu'on utilise également, ces nouvelles injections qu'on utilise pour perdre du poids, pour traiter le diabète, qui ont également démontré un bénéfice ah, dans ce problème de foie gras. Donc ça, c'est quelque chose des études viennent de le démontrer relativement récemment, encore il y a quelques semaines, hein, il vient d'être publié des ouais. études. Il y a des nouveaux médicaments qui sont pour la première fois approuvés spécialement pour traiter les gens avec la stéatose et la fibrose du foie. Donc ces médicaments ont été approuvés pour la première fois aux États-Unis et en Europe. L'Europe est en train d'évaluer s'ils vont également accepter ces médicaments ou pas. C'est pas encore prévu qu'ils arrivent sur le marché en Suisse, mais voilà, il y a quand même des choses qui se font. Il y a D'accord. énormément de recherches et d'efforts qui font que probablement que d'ici 1, 2, 3, 4, 5 ans, il y aura de plus en plus de médicaments disponibles pour traiter ce genre de problématiques. D'accord. Donc, il y aura plus enfin, l'hygiène de vie sera un facteur important, mais plus uniquement. On pourra. Alors, ça restera la pierre angulaire, on l'espère, mais probablement qu'on pourra effectivement accompagner des patients et des patients avec des stratégies plus ciblées, par des médicaments plus ciblés. Ouais. Et quand on parlait des facteurs de risque tout à l'heure, donc c'est une autre question. Il y a des personnes peut-être qui nous écoutent qui souffrent d'autres maladies du foie, donc qui ont eu des hépatites justement virales Mhm. ou des hépatites auto-immunes ou des cholangites biliaires primitives, donc d'autres maladies affectant auto-immunes, affectant le foie. Est-ce que cette population, ou ces populations, parce que du coup j'en ai mis beaucoup en même temps, je te laisserai bien évidemment répondre de manière plus structurée, et seraient plus à risque, on doit faire plus attention. Enfin, est-ce qu'il y a des facteurs Ouais, c'est une aggravants? question. Non, mais c'est une question importante, effectivement, tu as raison, parce que on sait que, vu que c'est tellement fréquent maintenant le foie gras dans la population, voilà, ça touche 20 à 25%, c'est obligatoire qu'à un moment, des patients qui auront peut-être des maladies plus rares, hépatite auto-immune, cholangite primitive, enfin toutes les différentes maladies que tu as évoquées et d'autres, il y aura un overlap, où il y aura un Oui. chevauchement entre leur maladie du foie et peut-être cette problématique de stéatose hépatique. Donc, on sait que oui, probablement que les deux ensemble peuvent accélérer le- l'évolution de l'une ou de l'autre maladie. Mhm. Euh, on on n'a pas encore complètement compris. Là, on commence à le comprendre de plus en plus. Paradoxalement, c'est avec l'alcool. Effectivement, avant, très schématiquement et un peu naïvement, on pensait que soit il y avait l'alcool, soit il y avait cette stéatose. Et on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup de patients qui ont un peu entre deux, qui boivent un peu trop, mais qui ne sont pas considérés comme une maladie alcoolique du foie, mais qui ont par ailleurs cette stéatose métabolique. Et ça, on sait que l'effet, il est multiplicatif. L'effet négatif est multiplicatif. Ça veut dire qu'ils avancent beaucoup plus vite dans l'histoire de leur maladie. Et probablement que c'est effectivement des choses qu'on pourrait également retrouver pour les autres problématiques du foie. Donc, le conseil qu'on peut donner aujourd'hui, c'est que pour les gens qui ont une autre maladie du foie, de Mhm. veiller, avec les mêmes conseils qu'on a donnés tout à l'heure, à Ouais. leur santé globale, attention à l'alcool en particulier, attention au surpoids, attention au diabète, dépister les problématiques, et puis ne pas hésiter, voilà, en parler à son médecin, à en parler à son spécialiste pour voir s'il y a certaines choses à faire. Mais donc voilà, oui, il faut faire attention. J'en ferai pas je pense pas qu'il faut en faire une obsession. Voilà, ça reste des choses distinctes, mais c'est bien de faire un petit peu attention à ça, tout à fait. Mhm. Ok, très bien. Bah, c'est vrai que de Suisse et pas, il y a beaucoup de personnes qui nous écouteront, qui auront peut-être l'une ou l'autre déjà affection du Absolument. foie et qui se poseront la question. Et donc finalement, la question, je pense que tu viens à laquelle tu viens de répondre, c'est quelle est la différence entre le foie gras simple, donc le NAFLD, et le NASH? Je Mhm. crois il y a eu cette explication déjà au départ de façon assez claire que finalement c'est des stades en fait de la maladie qui sont avancés, enfin plus avancés ou non. Absolument, absolument. Ouais. Ouais, pour être encore plus technique, il y a toute la, tous les stades sont englobés dans un nom barbare que j'ose à peine prononcer, un nouveau nom barbare qu'on appelle MASLD maintenant, Ah euh, oui. Metabolic Associated Steatotic Liver Disease.
D'accord. Bref, tu couperas ça si besoin au montage. Et, et puis, il y a différents stades à ce niveau. Schématiquement, la stéatose simple, la stéatohépatite, la MASH, la fibrose, puis la cirrhose et les complications. Donc ça, c'est tout englobé sous ce gros chapitre de ce qu'on appelait avant NAFLD, mais donc on appelle la MASLD. Mhm. Mais bref, peut-être le plus important pour nos auditeurs, c'est de se souvenir qu'il y a plusieurs différents stades et c'est important que son médecin, que ce soit son médecin de premier recours ou son médecin spécialiste, puisse lui dire à l'issue des différents examens, voilà, votre stade il est là, vos risques sont là, vos bénéfices sont là, voilà ce qu'il faut faire et voilà à quelle fréquence il faut vous surveiller. C'est le plus important pour chaque patient individuel. Justement, ça c'était un peu ma question. Donc, tu disais que la fibrose, enfin les cicatrices donc du foie, finalement, mettent du temps à partir. Mhm. Mais peuvent partir parfois et se résorber. Et du coup, quelle serait effectivement plus ou moins, pour finir un peu sur une note un petit peu plus aussi, je dirais, d'espoir ou positive, à Mhm. savoir quelqu'un Absolument. qui viendrait et qui se dirait, OK, moi j'ai vraiment tout bien fait, j'ai tout changé. À quel moment je dois faire un fibroscan pour pouvoir justement déjà voir les effets bénéfiques, à savoir et ne pas se retrouver confronté finalement au résultat passé et ne pas tomber à être découragé, en fait. Ça, Absolument. Non, non. ouais. Alors, alors, il n'y a pas de réponse précise à ta question, ça vraiment dépend des situations, mais en tout cas, Euh, en gros, on recommande de faire des suivis tous les 6 mois à 1 à 2 ans. Mhm. Mais effectivement, je te rejoins parfaitement. Je pense que pour finir sur une note un peu positive, et je pense qu'on est dans un moment positif parce qu'il y a ces nouvelles thérapies qui sortent. Et pour la première fois, il y a un médicament qui vient, sortir, enfin, qui vient de publier des résultats qui démontrent ce qu'on pensait quasiment presque impossible. C'est qu'on pensait que quand il y avait de la cirrhose, on savait que la cirrhose, ça fait quelques années qu'on sait que la cirrhose peut revenir en arrière, mais on sait que c'est extrêmement difficile, en particulier chez ces patients. Et maintenant, il y a un premier médicament qui a démontré un effet, qui a montré que si on prenait des patients cirrhotiques, au bout de quasiment 2 ans de traitement, il y avait une bonne proportion des patients chez qui la cirrhose est revenue en arrière. Et donc, ce qu'on pensait quasiment impossible dans le passé. Donc, vraiment, je pense qu'on est dans un moment charnière dans les domaines des maladies du foie et cette maladie-là, où il y a des médicaments qui sont de plus en plus disponibles. Ça n'enlève en rien que, comme on l'a dit, la pierre angulaire reste les mesures d'hygiène de vie, attention à l'alimentation, se faire aider, diététicien, enfin tout ce qui va avec. Mais malgré tout, c'est pas que une problématique comment on dit, de willpower. On sait que c'est largement au-delà de simplement on avait tendance à stigmatiser ces patients en disant ouais, ils ont un manque de, quel est le De terme exact, volonté. de volonté. On sait que c'est absolument pas ça. Et on sait que maintenant, comme pour toutes les autres maladies du foie, il y a également des médicaments disponibles qui arrivent sur le marché qui vont les aider. Donc, il faut que la pierre angulaire, ça reste les mesures d'hygiène de vie, mais on a de plus en plus de médicaments qui amènent un bénéfice, en espérant peut-être un jour avoir des médicaments très efficaces qui vont pouvoir encore mieux contrôler cette maladie. C'est effectivement une note très positive et donc du coup, ces médicaments qui arrivent, non seulement pourraient aider, enfin pourraient prendre, voilà, prendre en charge ceux qui ont des stades très avancés de cette stéatose hépatique, mais pas que, aussi d'autres maladies du foie peut-être où il y a un stade de cirrhose avéré. Absolument, c'est vrai que En tout cas, j'imagine que c'est l'espoir. c'est l'espoir, effectivement. Donc, c'est qu'on développe des médicaments antifibrotiques au sens large Mhm, qui mhm. agissent non seulement pour cette problème de stéatose, mais également pour les autres problématiques. Donc, ça reste encore pour l'instant un- pas de la musique d'avenir, mais ça reste encore en développement, hein, c'est pas encore disponible aujourd'hui sur le marché, mais c'est des choses qu'on espère avoir sur les prochaines années, bien sûr. Ouais. Et une dernière question. Et est-ce qu'il y a une campagne? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bah alors, on en parle de plus en plus hein, du foie gras, mais est-ce que, voilà, par exemple, je pense moi-même, étant une femme, il y a un dépistage qui se fait de façon un peu systématique pour le cancer du sein, Mhm. que le gouvernement, que les politiques ont mis en place avec les médecins, etc. Est-ce que ça, ce serait une musique d'avenir?
d'avenir très proche? Non, non, absolument. Donc, je pense que, alors, pour faire un peu d'autopromotion, donc demain, le 11 juin, donc probablement que ce sera hier pour tes auditeurs ou avant-hier ou la semaine dernière. Donc, nous, Mais on là, bien, organise, très bientôt. on organise une journée de dépistage au HUG pour Ah, tous les patients qui sont à un risque. Ils peuvent venir faire gratuitement un fibroscan et on peut leur donner en 15 minutes comme ça un résultat assez rapide et un petit peu une évaluation de la santé de leur foie. C'est quelque chose d'accord, qu'on a, c'est déjà la deuxième fois qu'on fait ça, quelque chose qu'on va essayer de faire tous les 6 à 10, 12 mois au HUG. Donc voilà, si vous avez loupé cette fois-ci, ben, voilà, restez à l'écoute, suivez-nous sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, on vous informera quand on fera les prochains épisodes. très bien. De façon un peu moins anecdotique, effectivement, je pense qu'il y a un vrai besoin et probablement que le moment est mûr pour développer ces stratégies de dépistage, ce qu'on appelle populationnel, donc proposer à la Ouais, population un dépistage. Donc on est en train d'y réfléchir aussi au sein des HUG et puis de différentes sociétés savantes et probablement que c'est des choses qui vont être de plus en plus offertes. Après, ça pose plein de questions sur le coût, comment le faire, à qui le faire. Donc voilà, il y a plein de questions qu'on se pose encore, mais c'est clairement une musique d'avenir, pas si lointaine, je l'espère. d'accord, très bien. Bah, merci pour ces informations. Pour ceux qui rateront peut-être, parce que le temps qu'on mette la vidéo en ligne, je pense qu'effectivement pour demain, ça sera un peu tard pour le dépistage des HUG, mais merci beaucoup pour l'information. Déjà, tous ceux qui sont près de Genève peuvent se renseigner et et aller à la prochaine, au prochain dépistage. Absolument. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, peut-être une question que j'ai pas abordée, qui te paraît importante sur cette thématique ou Non, je pense que on a fait le c'est tout? vraiment une discussion très. Déjà, merci beaucoup Isabelle et à Sucepa pour l'invitation. C'est un sujet qui, je l'espère, comme tu l'as un petit peu senti, me tient à cœur. Bien sûr. C'est contrairement aux autres maladies, les problèmes cardiaques, le diabète, c'est quelque chose dont on parle un peu moins souvent et qui malheureusement, on le voit en tant que spécialiste, qui peut amener à quand même pas mal de problèmes. Et s'il est en prise en charge suffisamment tôt, on peut vraiment changer le cours de la maladie et changer le cours de la vie du patient. Donc voilà, c'est quelque chose Mhm. d'important. Je pense qu'à nous, les soignants, de mettre en place des stratégies de dépistage. Et voilà, si chaque patient peut se sentir un petit peu informé au bout de cette discussion, aller voir son médecin traitant, y penser, surtout en présence de facteurs de risque, je pense voilà, ce sera déjà une bonne chose de faite et un succès, un modeste succès de notre discussion, je l'espère. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps et pour toutes ces informations. Bah, on clôture aujourd'hui donc ce Digital Talk sur le foie gras. Merci encore donc au docteur Nicolas Gossens qui travaille au HUG, comme vous l'avez compris. Et ben, vous pouvez retrouver toutes les informations de l'association sur Suissepa. Et ben, à moi de te souhaiter une excellente soirée. Merci beaucoup Isabelle, très bonne soirée à toi et à tous les auditeurs et auditrices.